Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo de présentation du match Rennes-Lyon qui aura lieu demain à partir de 17h05. Live sur la chaîne, commentaire live à partir de 16h45 si tout se passe bien. Bon, normalement, cette fois, il ne devrait pas y avoir de problème, mais s'il y a des problèmes, j'ai préparé un plan B, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Bon, on va pas se mentir, hein, ce match-là, évidemment, il nous fait peur, hein, puisque rappelons-nous que nous n'avons toujours pas gagné un seul match cette saison. D'ailleurs, on n'a pas gagné un seul match depuis 6 mois, tout du moins un match officiel. Et donc, Rennes qui a pris l'habitude depuis quelques années de nous mettre d'immenses fessées, sauf match retour l'année dernière où nous nous sommes imposés à domicile, à notre grande surprise. Mais il faut dire aussi que la magie Genesio s'évanouit un petit peu du côté de Rennes. Je rappelle que Bruno Genesio a été élu meilleur entraîneur de la saison il y a 2 saisons, donc lors de son arrivée au Stade Rennais. Et il faut dire qu'il avait réussi vraiment quelque chose d'assez miraculeux, hein, une équipe qui était super agréable à avoir, un niveau d'énergie très très intéressant, un pressing de tous les instants, enfin franchement c'était très sympa. Et puis déjà l'année dernière ça a été un petit peu moins bon, même s'ils finissent quand même dans le top 4 de la saison, ce qui était un petit peu surprenant, mais bon, disons que l'effet Genesio avait déjà un petit peu décliné, et cette saison c'est encore pire, hein, puisqu'on va regarder dans quelques instants le palmarès de cette équipe sur les derniers matchs, et il faut bien dire ce n'est pas très fameux. Bon, alors ça nous donne une petite lumière, hein, rappelez-vous la lumière dans le fond du couloir qu'a vu Fabio Grosso. Lui, j'espère, voit toujours cette lumière, nous on ne la voit pas trop. Mais disons que ce qui peut nous donner un tout petit peu d'espoir, c'est que Rennes effectivement est beaucoup moins impressionnant cette saison que les 2 saisons passées, et notamment il y a 2 ans. Alors actuellement, Rennes pointe à la 11e place du championnat, hein, ce qui est très très loin des objectifs, puisque Florian Maurice, donc qui est le directeur sportif de Rennes, avait affiché l'objectif cette saison, c'était d'être dans le top 3. Et vous voyez qu'ils sont quand même à 11 points du top 3, et que sur les 4 derniers matchs, écoutez, ça a été très compliqué. Déjà, ils ont perdu à Nice, 2-0. Avant cela, ils avaient concédé un match nul à domicile face à Strasbourg, défaite à Lorient. Alors défaite, on va dire mal payée, très victoire généreuse pour Lorient, comme souvent cette saison, hein. Lorient arrive à passer dans des trous de souris pour aller chercher des points, parce que sinon, sur ce qu'il montre, c'est assez médiocre. Et avant cela, défaite à domicile face au PSG, où là, clairement, Rennes avait été surclassé. Alors, si on prend l'historique récent de nos matchs face à Rennes, on peut dire que Rennes a pris le dessus sur nous, hein. Sur les 4 derniers matchs, 3 victoires pour Rennes, et pas des petites victoires, hein. Donc, on se rappelle du 4-1... qui aurait pu être un 8-1, la polémique sur le penalty de Paqueta, enfin bon bref, c'était du grand n'importe quoi. Je dirais une des pires époques Peter Bosz, et pourtant il y en a eu des très très mauvaises. On s'était fait à nouveau fesser au match retour à domicile en prenant à nouveau 4 buts dans les dents. Et la saison dernière, 3-2, avant que on réagisse en s'imposant, donc au mois d'avril. Un temps qui nous paraît bien loin, où on pouvait mettre 3-1 au Stade Rennais. Ça nous paraît être au siècle dernier, et pourtant c'était il y a 6 mois. Mais faut bien se dire qu'aujourd'hui le rapport de force, malgré un Rennes, je dirais, en baisse, ne nous est pas favorable, surtout à l'extérieur. Alors ce qui marque un petit peu la saison du Stade Rennais, c'est les changement tactique et changement de personnel très fréquent de Bruno Genesio, qui n'a pas vraiment un 11 type. Faut dire qu'il a un effectif très très fourni, hein. Alors il y a des joueurs qui sont là de manière récurrente, hein, notamment Truffert, Assignon, Mandanda quand il n'est pas blessé, Bourigeaud qui je pense joue quasiment tous les matchs. Sinon il fait beaucoup de rotation, hein, que ce soit sur le milieu de terrain, sur les attaquants et même sur les défenseurs. Alors, je crois qu'Omari, malheureusement pour nous, sera suspendu, puisque c'est quand même le roi des boulettes, qui offre quasiment un but à chaque match à l'équipe adverse.
Donc on peut penser qu'on aura théâtre. Donc là vous voyez à Nice, ils avaient joué en 4-4-2 avec sur le plan offensif Ludovic Blas et Amine Gouiri. Et au milieu de terrain, Matic, qui est leur grosse recrue de l'intersaison en termes d'expérience. C'était pas forcément le joueur le plus cher qu'ils ont pris, mais en tout cas en termes d'expérience. Et Enzo Lefebvre, donc qui débarque de Lorient. Ludovic Blas, donc un recrutement toujours très Ligue 1 du côté de Rennes. On retrouve vraiment là la patte Florian Maurice. Alors d'un 4-4-2, ils sont passés à un 4-3-3 face à Strasbourg. Ils avaient très bien commencé le match, les Rennais, et puis ils se sont fait reprendre. Franchement, ne pas prendre les 3 points face à Strasbourg, surtout le Strasbourg d'aujourd'hui qui s'est délesté de son meilleur joueur Bellegarde, eh bien c'est pas franchement un exploit. Et donc vous voyez un 4-3-3 où on retrouvait à nouveau Omari en défense, Bélocian, Assignon, Truffert et en attaque Gouiri, Kalimundo qu'on va retrouver avec les espoirs. Et Ludovic Blas dans l'aile, Bourigeaud qui lui est toujours là, ainsi que Matic et Désiré Doué. Donc un milieu de terrain quand même très offensif. C'est ça qui va nous différencier énormément de Rennes, c'est qu'ils ont beaucoup de rotation, que ce soit en attaque ou sur les milieux de terrain. Mais le point commun entre ces milieux de terrain, c'est que ce sont tous de très très bons attaquants, que ce soit Doué, que ce soit Bourigeaud ou que ce soit Lefebvre. Ces joueurs-là sont capables de récupérer le ballon et de tout de suite être dangereux sur le plan offensif, ce qui évidemment n'est pas notre cas. On continue face à Lorient. Alors vous voyez le hold-up de l'année pour Lorient qui s'impose 2-1, et quand on voit l'attaque momentum, c'est Rennes à 90% et quelques sorties. Ça c'est un CSC, je crois que c'était d'ailleurs Omari, comme souvent. Qui avait bouletté, et donc vous voyez face aux petites équipes ils sont plutôt quand même en 4-3-3, et vous allez voir que le système de jeu proposé par Lorient, c'est un petit peu ce que je vais proposer, puisque je vais vous proposer ma composition d'équipe. C'est toujours difficile de lire ce que va faire Fabio Grosso, donc je vais proposer moi ce que je souhaite. Vous allez voir, c'est pas ambitieux du tout, loin de là. Mais on le comprend, aujourd'hui, il faut aller chercher des points, peu importe la manière. Voilà, alors pour ce match, personnellement, même si, je dirais, philosophiquement, je trouve cette composition atroce, malgré tout, eu égard aux circonstances, je vais pas faire le difficile. Ramener un point de Rennes, pour moi, ce serait déjà une très très bonne performance. Et on sait jamais, sur un malentendu, un vieux coup, un CSC, une contre-attaque, un penalty un peu pourri, enfin bon bref, pourquoi pas ramener les 3 points. Bon, j'avoue que c'est pas l'option la plus évidente, mais pourquoi pas. Donc je propose un très ambitieux 5-3-2, ultra défensif, mais quand même avec quelques joueurs de ballon. Donc c'est vrai que j'ai une incertitude sur Lovren en défense centrale, parce qu'en fait moi ça me gêne de mettre Koumbedi, donc je préfère mettre Mata, et quitte à mettre Diomandé, Lovren en défense centrale. De toute façon on va faire de la résistance pendant 90 minutes, faut pas se le cacher. En fait ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on va être capable de gérer nos ballons récupérés, nos phases de transition. Donc Lopez dans les buts évidemment, Tagliafico et Mata en latéraux, O'Brien, Lovren, Diomandé. Bon, je sais, ça me fait pas plaisir de faire jouer ces joueurs, mais par rapport au système de jeu, je vois pas trop qui mettre d'autres, parce que si je mets Mata en défense centrale, ça m'oblige à mettre Koumbedi, et je ne veux pas mettre Koumbedi. Devant la défense, Tolisso et Alvero. Tolisso, bon, qui, je pense, quoi qu'on en pense, c'est la moins mauvaise, je vais pas dire c'est la meilleure, mais c'est la moins mauvaise combinaison récupération et utilisation du ballon, et je compte sur lui pour être capable de lancer dans la profondeur des Lacazette et des Nuama. Alvero pour son jeu de tête, là on a quand même du beefsteak au milieu de terrain, donc ça je pense que c'est intéressant, parce que s'il y a une chose qui caractérise l'équipe de Rennes, c'est sa petite taille. C'est la plus petite équipe de Ligue 1.
Et donc évidemment, sur tous les coups de pied arrêtés, on sera nettement avantagé puisqu'ils ne pourront pas vraiment nous gêner sur le jeu de tête. Alors justement, on pourrait dire, bon, mettre Alvero face à des joueurs de petite taille, c'est dangereux parce qu'il risque de se faire passer souvent. Donc c'est pour ça que je ne serais pas du tout scandalisé qu'on ait Cacré à la place de Alvero. Autant je pense que notre taille au niveau des défenseurs centraux va être un vrai plus dans le jeu aérien. Autant je pense qu'au milieu de terrain, c'est un petit peu périlleux de mettre des joueurs trop grands. C'est pour ça Diawara, Alvero. Diawara évidemment me plaît par sa capacité de projection, mais je ne serais pas surpris même que Le Penant, et oui, que Le Penant soit titulaire pour justement aller harceler les milieux de terrain adverses. On sait bien que des Diawara, des Alvero ne pourront pas harceler, d'autant que Tolisso, lui, on est sûr qu'il ne va pas harceler. Donc là, j'ai mis ces trois-là. Mais je suis pas du tout sûr que ce soit eux. On peut tout à fait avoir Cacré, Le Penant, éventuellement Tolisso un petit peu devant pour lancer les flèches. Donc bon, là-dessus, de toute façon, bon, comme je dis toujours, on a 8 milieux, ils sont tous nuls. Donc c'est pas évident quand on est observateur ou même quand on est coach de trouver la bonne formule au milieu de terrain parce que vraiment tu dois choisir systématiquement entre la peste et le choléra, donc c'est pas vraiment facile. Alors évidemment, dans ce système, on a quand même la possibilité que Tagliafico et Mata de temps en temps montent pour venir apporter un peu de danger offensif et donc que les milieux de terrain viennent combler. Donc ce n'est pas du tout une composition ambitieuse, ça je suis bien d'accord. Mais au point où on en est, ramener un point de Rennes, ce serait presque une victoire. Par contre, évidemment, sur des matchs à domicile, je ne serais pas du tout favorable à ce type d'équipe. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez comme composition, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire. Je vais lancer un sondage sur votre pronostic sur l'issue du match, même si je n'ai pas beaucoup, je pense, de suspense à attendre de ce sondage. On se retrouvera donc demain à partir de 16h45 pour le commentaire live du match. Vous verrez normalement, si tout se passe bien, j'ai quand même, je pense, nettement amélioré le visuel des lives. Alors avant de conclure, on va parler de deux sujets un peu majeurs qui sont sortis hier dans la presse. Après avoir vu que vous étiez, après quand même 473 votes, vous êtes majoritairement, ça je suis quand même un peu surpris, majoritairement à refuser de jouer le match à Marseille avec le public, quitte à perdre le match 3-0 sur tapis vert. Donc, comme je l'ai dit hier, je pense que cette réflexion fait son chemin entre les joueurs, le staff. Corentin Tolisso a dit que ce serait discuté pendant la trêve internationale et je pense, moi très sincèrement, je pense que l'OL va refuser de jouer ce match. Alors certains disent, bon c'est complètement crétin déjà dans la situation où on est d'aller perdre 3 points. Bon, d'autres disent de toute façon on ne va pas gagner donc autant ne pas y aller. Donc bon, il y a beaucoup de gens qui ont des visions contradictoires. De toute façon, le sondage le montre. C'est vrai que moi, plus le temps passe, plus je me dis il faut marquer le coup. Vu que la LFP ne prend pas ses responsabilités, vu que l'État ne prend pas ses responsabilités, eh bien écoutez, marquons le coup et disons ce qui s'est passé ne peut pas être sans conséquences, et même si les conséquences sont contre nous, il faut quand même savoir que on est face à des gens donc qui déjà interdisent les supporters lyonnais de se déplacer. Donc d'une certaine manière, les délinquants ont déjà gagné puisque l'OL ne pourra pas être supporté par ses supporters qui pourtant se déplacent en nombre. Que la préfète qui, après avoir dit que le premier match s'était très bien passé du point de vue de la préfecture, que la préfecture n'avait rien à se reprocher, a officiellement demandé à l'Olympique Lyonnais de doubler la protection des vitres de ses bus, de mettre ceci, de mettre cela. En gros, on se dit, vous savez, c'est un peu la mythologie de la mini-jupe, hein, la fille qui se prend une main aux fesses ou qui se fait harceler
et à qui on dit bah oui mais t'as vu comment t'es habillé, c'est normal, tu cherches les noises et tout ça machin. J'ai même quelqu'un sur la chaîne qui m'a dit, un supporter lyonnais, hein, qui m'a dit ah mais n'importe quoi, le bus lyonnais, il arbore le logo de l'équipe, faut pas s'étonner qu'il se passe ce qui se passe. Non mais rendez-vous compte, on est quand même dans une sphère sportive. Et vous avez des gens, vous ne pouvez pas arborer votre logo parce que sinon, vous allez vous attirer des ennuis. On en est là en 2023. Alors, autant vous dire que ça en dit long sur l'ensauvagement de la société et surtout sur la démission de cette même société qui finalement, eh bien, au niveau de l'État, reconnaît qu'il y a des zones de non-droit. Ah bah c'est normal, il y a des zones de non-droit, donc comme on n'est pas capable d'assurer votre sécurité, vous ne pouvez pas y aller. Voilà. Bah écoutez, voilà, on en est là. Donc ça, c'était le sondage. Vous êtes désormais, en tout cas parmi ceux qui se sont prononcés dans ce vote, majoritairement favorables à ce que le match n'ait pas lieu. Bon, je passe rapido sur Botafogo. Le refinancement de la dette, alors c'était assez amusant puisque cette semaine, l'Olympique Lyonnais a publié un communiqué où ils étaient vraiment, mais alors, ravis d'avoir refinancé leur dette. Alors moi, sur le moment, j'ai dit oui, bon bah d'accord, ils refinancent leur dette. Ils précisaient quand même dans le communiqué que c'était sur une longue période. Alors moi, longue période, bon, je pense que les PGE qu'il y avait avant, les emprunts sur les infrastructures, il restait encore à peu près 2 ans à rembourser. Les PGE, c'était un petit peu plus long. Mais là, on apprend donc hier que c'est un refinancement sur 20 ans. Sur 20 ans. Sur 20 ans. Faut savoir que le stade, il était payé sur 10 ans. Là, on va rembourser des dettes, donc avec un tout petit peu de dette de stade, hein, parce que la dette du stade, elle est minime dans la dette qui reste. On va financer des dettes de fonctionnement sur 20 ans, avec un taux d'intérêt de 5,68. Donc taux d'intérêt de 5,68, je pense que les PGE qui ont été souscrits et les autres emprunts ont été souscrits il y a déjà quelques mois et que les taux d'intérêt français étaient beaucoup plus bas. Et donc j'ai publié ici que ça faisait 216 millions d'intérêts. Et des gens m'ont dit « Oh, t'es sûr que tu t'es pas trompé, c'est beaucoup moins que ça, Bah, j'ai dit « Bah écoutez, c'est simple. Sur Internet, vous avez des simulateurs d'emprunt. Eh ben vous rentrez les chiffres, puisqu'on les connaît. 320 millions sur 20 ans à 5,68. Donc j'ai fait ce calcul. 320 millions, donc à 5,68% sur 20 ans. Sachant que je ne connais pas le taux de l'assurance, alors peut-être qu'il est compris dans les 5,68. C'est pour ça donc j'ai fait une simulation sans assurance et sans frais de dossier. Vous imaginez bien que des frais de dossier, il y en a beaucoup, puisque il faut racheter je crois 12 ou 13 emprunts existants pour n'en faire plus qu'un. Et donc certains ne comprennent pas le calcul, et en fait, pour bien comprendre le calcul, il faut prendre à chaque fois les 5,68% sur le capital restant dû. Un CRD, c'est le capital restant dû, ce qui fait que annuellement, vous avez 17 millions d'intérêts, et donc quand vous arrivez au bout, vous avez 216 millions d'intérêts, ce qui fait que vous empruntez 300 millions et vous remboursez 536. Bon, donc l'Olympique Lyonnais est content de ce nouveau refinancement. Écoutez, tant mieux pour eux. Moi personnellement, ça m'hallucine, mais qu'est-ce que vous voulez? Avec John Textor, je ne suis surpris de rien. Dernier sujet, Juninho. Alors c'est une nouvelle qui enflamme pas mal de monde. Bon, moi j'avoue que je suis plus réservé parce que je fais un bilan du passage de Juninho en tant que directeur sportif beaucoup plus je dirais mitigé que la plupart des supporters qui à mon avis ont tendance à oublier beaucoup de choses, mais bon, l'amour est aveugle, on le sait. Donc Juninho en conseiller spécial. Alors bon, on s'enflamme, mais à vrai dire on ne comprend pas trop exactement qu'est-ce que c'est que ce rôle. Ce n'est pas directeur sportif, c'est conseiller de John Textor. Alors bon, être conseiller de John Textor, j'avoue que c'est une énigme, hein. Je ne sais pas trop. Quand Juninho va comprendre vraiment qui est John Textor, je pense que il va à nouveau démissionner rapidos, parce que
il se plaignait de pas avoir de suffisamment de pouvoir dans l'organisation Aulas. Aulas qui, par parenthèse, a dit que c'était une très bonne nouvelle alors que lui-même avait dit que c'était une erreur, sa plus grande erreur d'avoir pris Juninho comme directeur sportif. Donc bon, Jean-Michel Aulas, je crois qu'il ferait mieux de se taire à un moment donné, prendre ses sous et se taire. Donc, comme conseiller, alors qui serait, alors ça c'est pas encore défini, mais une semaine par mois à Lyon, et qui aurait aussi des prérogatives à Botafogo. Bon, alors, ouais, quels sont les contours? Est-ce qu'il sait où il met les pieds? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, bon, écoutez, quelqu'un qui bade le club, qui parle français, qui connaît très bien le Brésil, la France, ça peut pas faire de mal. Après, quels sont les contours de sa nouvelle fonction? Ça reste à déterminer. Bon, moi je prends ça avec une certaine distance. Moi je suis plutôt intéressé par ce qui se passe sur le terrain. Et évidemment par ce qui va se passer demain à Rennes. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis donc à demain pour le live à partir de 16h45. Merci de m'avoir suivi, au revoir.